Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la chaîne africaine de télévision. C'est cette Afrique. Comme tous les dimanches, on se retrouve pour opiner sur des sujets d'actualité, bien sûr en compagnie de nos chroniqueurs. Aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, nous allons parler longuement de cette crise militaire au Burkina Faso, car depuis le vendredi dernier, un coup d'État a été opéré et vous le savez très bien que le président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et le capitaine Ibrahim Traoré se tiennent et nous en parlons en tout cas à l'émission ce matin avec nos invités, nos chroniqueurs, avec Abraham Badolo de l'ADP à l'extrême gauche. Monsieur Badolo, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision LCA. Allez, avec nous également ce matin, M. Isiaka Ouedraogo. M. Isiaka Ouedraogo est du CISAC. M. Ouedraogo, bonjour et merci beaucoup d'être venu. Bonjour à vous, chers chroniqueurs. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Également avec nous ce matin, le docteur Maxime Kaboré. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Allez, nous avons également avec nous ce matin M. Ouba Marcel. Monsieur Marcel, bonjour. Bonjour, chers chroniqueurs. Bonjour, chers téléspectateurs. Vous êtes de Goulmo-Info, sans oublier que le docteur Maxime Kaboré est du PIB. Allez, merci donc à vous, mesdames, messieurs, d'être passés ce matin. Je le disais en introduction, le Burkina Faso s'est réveillé le vendredi dernier ou le samedi matin. En tout cas, la situation n'était toujours pas reluisante jusqu'à ce dimanche où le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, personne en tout cas ne sait pour l'instant où il se trouve. Vous avez également observé plusieurs déclarations lues signées plutôt par le capitaine Ibrahim Traoré, qui a donc perpétré ce coup de force au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Crise militaire au Burkina Faso, comment peut-on expliquer cela? En tous les cas, jusqu'à l'heure où on parle, il y a beaucoup de versions autour donc de ce coup de force et on essaiera donc d'analyser cette crise ici sur le plateau de la LCA à cette Afrique. Monsieur Abraham Badolo, nous allons commencer par vous. Alors, comment donc vous expliquez un peu ce qui arrive aujourd'hui, une crise à l'intérieur donc de nos militaires? Bon, vous savez que cette crise était, je dirais, inévitable du moment où les jeunes qui ont lu la déclaration, les jeunes qui ont décidé de s'assumer, sont ces jeunes qui sont sur le terrain, qui combattent le terrorisme. Donc, si vous avez remarqué depuis un bon bout de temps, depuis l'avènement du MPSR 1, 8 mois après, vous avez vu qu'il n'y avait pas de résultat assez tangible. Nous avons passé les 8 mois à demander au président Damiba de se réveiller parce que vous savez qu'après avoir pris le pouvoir, il faut reconnaître qu'en 8 mois, nous avons perdu plus d'hommes, nous avons perdu plus de territoire également. Donc, et également en 8 mois, nous n'avons pas vu une volonté ferme de président Damiba de pouvoir vraiment lutter contre ce fléau, le terrorisme. Nous avons passé le temps à alerter, à attirer leur intention. Et il faut dire également que l'entourage du président Damiba également faisant beaucoup ombrage également à ce que vraiment les choses puissent aller comme le souhaitait le peuple burkinabé. Donc pour moi, la colère exprimée par les jeunes soldats est légitime parce que vous savez que c'est eux qui sont au fond, c'est eux qui perdent chaque jour des camarades, c'est eux qui connaissent les réalités du terrain, c'est eux qui voient les souffrances des populations sur le terrain et on ne pouvait s'attendre qu'à une telle crise en tout cas. D'accord. Monsieur Isiaka Ouedraogo. Je crois que d'abord, moi, c'est ce coup de force. Ce n'est pas un coup d'État pour moi, c'est un coup de force. Et si je puis m'exprimer ainsi, pour moi, c'est, si vous voulez, une rectification dans le processus qui était en cours, engagé par le MPSR. Vous n'êtes pas sans savoir que le MPSR, d'abord, a pris le pouvoir pour des raisons d'insuffisance de résultats sur le terrain en fait, de la lutte contre le terrorisme. Alors c'est la raison qui a été évoquée par le MPSR pour en fait déchoir en fait, l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré.
Mais je pense que ici, moi, je ne suis nullement étonné, je ne suis pas du tout étonné, parce qu'à un certain moment donné, l'allure que les événements prenaient présageait en tout cas des lendemains incertains, hein, au niveau de la même, en fait, du MPSR, parce que j'ai comme eu l'impression qu'à un moment donné, le président Damiba, l'ancien président Damiba, parce que pour moi, c'est sûr qu'il est parti, parce que si vous voyez déjà les foules, hein, en fait, qui sont sorties hier, en tout cas pour supporter les jeunes militaires qui ont fait le coup déjà, ça veut dire que bon, le peuple ne veut plus en fait de ce monsieur. Donc on ne peut pas nous l'imposer. Alors donc pour moi ici, il y a une similitude entre le comportement de Damiba et en fait de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré qu'il est venu déchoir. Je m'explique. Vous savez, l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, comme nous l'avons dit plusieurs fois, quand il gérait le pouvoir seul. Beaucoup de décisions se prenaient par lui, sa propre initiative. Et à un moment donné, il a carrément abandonné sa classe politique et il gérait le pouvoir comme si, en fait, c'était une chose familiale qu'il gérait. Nous l'avons reproché et nous avons plusieurs fois attiré l'attention de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré par rapport à ces phénomènes qui pouvaient, en fait, lui créer des problèmes. On n'a pas été entendu, arriva ce qui est arrivé. Et quand je parle de similitude entre les comportements de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré et Damiba, lui, il vient et encore dans les mêmes erreurs. Ça veut dire quoi? Damiba, il est venu d'abord par coup d'État. Et il vient se comporter comme un président légalement élu et légitime. D'abord, il force la main à la Cour constitutionnelle. Je dis bien, il force la main à la Cour constitutionnelle pour, en fait, l'investir. Chose d'ailleurs qui a été décriée, qui a été critiquée, et même par, en fait, les éminents et choses constitutionnalistes. Ça a été critiqué. Ça n'a pas du tout, en fait, plu à l'opinion nationale qui, en fait, voyait déjà, à travers là qui s'est posé, une déviation. Et quand ils ont avancé, quand le président Damiba a déclaré que, en fait, la lutte contre le terrorisme était d'abord leur première mission. Mais dans les faits et gestes, on n'a vu aucunement, en fait, cette preuve de cette allégation. D'abord, et c'est des nominations de copains et amis que nous avons relevées. Les militaires qui doivent être au front pour combattre les terroristes sont nommés à des postes administratifs, c'est eux les directeurs généraux. Les militaires qui doivent combattre sur le terrain, c'est eux qui sont nommés chargés de mission à la présidence. C'est des délégations fortes, en fait, qui se rendent dans les pays étrangers pour représenter le Burkina Faso, chose jamais qu'on n'a pas vu sous l'ancien président Blaise Compaoré, ni l'ancien président... Vous parlez spécifiquement donc de la 77e Assemblée oui, des Nations Unies. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, et en plus, en fait, ce qui est grave, vous voyez, les soldats sont sur le terrain. Et moi, ce qui me cœur, et vous savez, les soldats sont sur le terrain. Quand les soldats vivants, voyant leurs camarades qui sont tombés sur, en fait, le champ de bataille, leurs épouses et leurs orphelins et orphelines sont en train de souffrir sans que l'État central ne puisse, en fait, leur donner de quoi survivre. Des veuves pleurent à longueur de journée parce qu'elles n'ont pas reçu l'indemnité qu'il faut pour s'occuper de leurs orphelines et leurs orphelins. Ça ne va pas du tout. Est-ce que vous pensez que ceux-là, aujourd'hui, qui sont en train de combattre sur le terrain, peuvent avoir le courage de faire la même chose? Parce qu'ils vont se dire, mais si demain, nous mourrons, nous allons subir, nos familles vont subir le même sort que ceux qui sont sur le terrain. Donc ça amène une déception, un découragement. Ça n'amène pas les éléments à lutter véritablement sur le terrain. D'accord. Merci beaucoup, M. Issaka Ouedraogo. C'est vrai que quand on a regardé un peu la déclaration donc, du MPSR2 amenée par le capitaine Ibrahim Traoré, il y a plusieurs griefs qui sont portés contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il y a des précisions même qui disent effectivement qu'ils ont essayé à plusieurs reprises donc de lui faire revenir à la raison et puis donc réadapter la position qui est donc de lutter contre le terrorisme et non autre chose. Docteur Maxime Kaboré, alors un coup d'État, un coup de force, on peut le dire ainsi, alors qui vient aujourd'hui mettre à nu justement donc les incompréhensions, les mésententes au sein donc de l'armée burkinabé et cela donc compromet la lutte contre le terrorisme. Moi, j'ai très mal pour mon pays, j'ai très mal pour les populations qui souffrent, qui s'attendent à mieux. Et j'ai très mal vraiment pour le Burkinabé, l'image que nous donnons au monde entier par ce spectacle désolant
une armée divisée ne peut pas vaincre le terrorisme. Un pays divisé ne peut pas subsister. Une famille aussi qui est divisée ne peut pas avoir la paix. Donc, je crois qu'il fallait une cohésion. Cohésion et ne pas se tromper d'adversaire. Là, on se rend bien compte que les armes acquises par l'argent du contribuable, les armes qui doivent servir à lutter contre le terrorisme, l'armée a pour vocation et pour mission de défendre les territoires et de veiller à l'intégrité, en tout cas, du territoire. Et ces armes ne peuvent pas être utilisées contre ce même peuple ou, en tout cas, pour s'entretuer entre frères d'armes. Et je crois que ce que je vois, il faudrait que chacun comprenne que les ambitions personnelles, même si on peut comprendre quand même déjà des envies de certains d'avoir des ambitions, mais cela ne saurait se faire au détriment du peuple souverain et au détriment de l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, nous voyons ce qui s'est passé. Et je ne suis pas dans la guerre sémantique coup de force ou coup d'État. Ce qui est certain, il y a en tout cas une grogne qui a amené une situation et des griefs qui ont été en tout cas émis. Et quand on regarde, est-ce que objectivement, ce qu'ils disent est la réalité? Est-ce que c'est la réalité? Mais la situation, écoutez, sécuritaire sur le terrain est grave puisque la dégradation est là. On s'est bien rendu compte que les raisons qui ont motivé le départ donc, du président Jean Kaboré, ces raisons-là subsistent encore, si ce n'est encore que l'on se rend compte qu'on a perdu davantage de territoire et partout ailleurs, on ne peut même plus circuler en toute quiétude et on voit des milliers de personnes toujours dans la nature en espérant quand même déjà un peu ce salut qui vient du ciel. Et je crois que ce qui s'est passé doit nous interpeller. Le pouvoir, vous savez, le pouvoir, ce n'est pas un concours. Ce n'est pas vraiment, vraiment une sélection. Si on part dans la démocratie, mais la légitimité appartient au peuple. Et c'est le peuple qui élu, n'est-ce pas, ces personnes. Mais vous êtes venu par un coup d'État ou un coup de force. Mais ce qui est certain, vous ne pouvez pas aujourd'hui vouloir vous installer et oublier les raisons qui vous ont amené à faire ce coup de force ou ce coup d'État. Et je crois que les gens, dès qu'ils sont au pouvoir, ils sont amnésiques. Les gens sont toujours dans des calculs et qui veulent s'éterniser. Je crois qu'il faut vraiment qu'aujourd'hui, que chacun sache les raisons garder, surtout comprendre que les hommes passent, mais le Burkina Faso demeure. Et dans cette logique-là, je dis clairement, donner les armes du peuple au peuple, et ne les utilisez pas contre ce même peuple ou contre en tout cas les frères d'armes. Si les unités d'élite qui ont été formées par l'argent du contribuable ne peuvent pas s'unir pour lutter contre l'adversaire et qui, lui, en tout cas l'adversaire, en tout cas, est en train de rire, il est en train de se réjouir de voir que ces gens-là vont s'entretuer et il n'aura plus rien qu'à faire que venir simplement nous prendre dans nos divisions, dans notre querelle là. Et je crois que le peuple mérite mieux que ça. C'est pour cette raison que je dis aujourd'hui là, que chacun comprenne que si tu as le pouvoir, si tu n'as pas le peuple derrière toi, ton pouvoir n'ira pas loin. Parce que ce peuple reste vigilant, ce peuple souffre et ce peuple ne soit regardant. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a des patriotes parmi l'armée. D'accord. Des patriotes qui se battent et des patriotes qui ont compris une chose, que finalement, ce n'est pas le pouvoir qui doit les intéresser, mais c'est de faire leur mission, de protéger les citoyens et de protéger l'intégrité du territoire. Et ceux-là, nous serons toujours derrière ceux qui ont cet objectif-là de préserver notre pays, c'est notre existence qui en dépend. Et moi, je suis pas là pour soutenir quelqu'un, je suis là pour soutenir en tout cas la vérité, je suis là pour soutenir en tout cas le bien commun, je suis là pour soutenir ce peuple vaillant. Vous êtes dans l'objectivité, c'est ce que vous voulez dire. D'accord, on a compris, Dr Maxime Kaboré. Alors, Monsieur Marcel Woba, vous êtes le directeur de la page, directeur donc du journal en ligne Goulmo Info. Vous venez donc de Fada Ngourma. Alors, comment le coup de force ressenti au niveau donc de la ville de Fada? Ok, merci. Déjà, la ville de Fada fait partie des villes qui ne sont pas sorties dans la rue pour exprimer d'abord leur ressenti. Mais lorsqu'on regarde dans les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux, on regarde un peu les personnes ressources de la commune, on sent que tout le monde s'abstient de se prononcer. Parce que lorsqu'on fait le constat, on se rend compte que le MPSR, qui avait été dissous
juste après l'investiture du président Damiba, est ressuscité. Et ce MPSR, en ressuscitant, est revenu avec les mêmes revendications que celles de janvier. En janvier, on se rappelle tous que lorsque le MPSR venait au pouvoir, le MPSR a bien dit qu'ils étaient venus pour lutter contre le terrorisme, ils étaient venus pour restaurer l'intégrité du territoire national. Aujourd'hui, lorsque nous avions écouté le bilan du président Kaboré, du président plutôt Damiba en septembre passé, nous avions fait le constat qu'au lieu et place de faire un bilan, il a rejeté la faute sur tout le monde, en accusant tout le monde de complicité, en accusant tout le monde de, je ne veux pas dire de laxisme dans cette gestion du pouvoir. Mais un mois juste après, nous voyons que les jeunes qui sont sur le terrain sont venus pour dire au président Damiba, ce que tu dis, ce dont tu nous accuses n'est pas la réalité. En effet, tu nous accuses d'être les personnes qui sont à la source du malheur de ce pays, mais ce n'est pas le cas parce que tu es le seul qui est la cause du malheur de ce pays. Lorsque j'ai écouté la déclaration, je peux dire que j'ai réécouté à une reprise cette déclaration afin de tirer un peu la substance. On ne peut pas parler de coup d'État parce que ces jeunes ne disent pas qu'ils sont présidents de la République, mais ils disent qu'ils deviennent présidents du MPSR. Ce qui signifie, c'est comme une association. Ils ont fait leur âge extraordinaire, ils ont décidé de changer de président et de prendre la présidence. Deuxièmement, ils accusent le président de la République d'avoir oublié ce pourquoi il avait été mis là où il est aujourd'hui. Pour preuve, le jeune capitaine a dit que lui-même, il ne s'est pas autoproclamé, mais il a été choisi. Pour dire qu'il y a eu une assemblée générale et ils ont décidé de commun accord que lui, il prenne les devants. Donc, comme ça avait été en janvier, le même scénario est en train de se reproduire actuellement. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que ces jeunes ont quitté des provinces parce qu'il était le chef du détachement, le chef de corps de Kaya, artillerie de Kaya. De Kaya, pour venir à Ouagadougou et prendre le pouvoir. Et on regarde que dans les autres régions, aucune région militaire n'a réagi contre cette prise de pouvoir. Ce qui montre qu'il a fait en complicité avec les autres. Maintenant, la question, c'est pourquoi ça dure tant. Pour moi, en prenant le pouvoir, il devait d'abord préparer tout. Nous avons vu que le président Damiba n'a pas été arrêté jusqu'à aujourd'hui. Après 48 heures, nous ne savons pas exactement quelle est la situation. Est-ce qu'il a vraiment démissionné, même si les rumeurs nous disent qu'il a démissionné? Est-ce qu'il a vraiment démissionné? Est-ce qu'il a accepté d'abdiquer? On ne le sait pas. Nous sommes dans un flou total. Et ce flou total nous donne exactement la situation sur le terrain. Ça montre que lorsque les gens font le combat sur le terrain, ils ne poussent pas les ennemis à abdiquer, mais ils poussent les gens à juste reculer. Et aujourd'hui, nous devons penser au peuple. Ce peuple qui est au dehors, parce que ce matin, depuis 6 heures, je suis sorti sur le terrain pour voir exactement comment les gens se comportent. Nous nous rendons compte que les jeunes qui n'avaient rien à faire, les jeunes qui étaient au chômage, qui souffraient, ont décidé de montrer qu'il faut que les choses changent parce que le pays n'appartient pas seulement à quelques individus, le pays appartient à tout le monde. Et on espère que ce MPSR tiendra ses promesses, comme il a dit, en choisissant un président qui va répondre à l'aspiration du peuple. D'accord. Merci beaucoup, M. Oba, pour ces analyses. Alors, il faut préciser que, selon les sources concordantes, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba devrait démissionner. En tout cas, selon des sources concordantes. On attendra justement donc la confirmation d'ici là. Alors, on va revenir, réaction, Isiaka Ouedraogo. Oui, j'ai suivi M. Oba tout à l'heure. Et quand M. Oba parle de démission, il n'est pas le seul à parler de démission, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, il faut que le président Damiba démissionne. Moi, je ne pense pas que dans une circonstance pareille, on attend la démission du président Damiba. On attend la démission d'un président légalement élu par les Burkinabés. Ça veut dire un président légal et légitime. Mais on n'attend pas de la part d'un président putschiste une démission. Il a fait son coup d'État. On est venu, on lui a fait un coup de force aussi et l'enlever
Maintenant, il doit démissionner peut-être des instances du MPSR. Mais justement, c'est de ça qu'il est question. Voilà, mais maintenant, nous, c'est de ça qu'il est question. Oui, mais nous, population, ça ne nous regarde pas. Nous, c'est la continuité de l'État qui nous concerne. Ah oui, mais pour la légitimité donc du capitaine Traoré, il va forcément que le lieutenant-colonel... Ça n'entache en rien la légitimité du capitaine, non, parce que ça, c'est le MPSR. Ça, c'est en interne. Ça, c'est au niveau du MPSR. Il y a la régularité, comme eux-mêmes ils l'ont reconnu. Il faut qu'il démissionne et je pense que c'est ce qui va se faire. Alors, une crise en interne au sein des militaires, la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que c'est cette crise au sein des militaires qui fait justement qu'on n'arrive pas donc à lutter efficacement contre le terrorisme? C'est cette crise au sein des militaires. Monsieur Abraham Badolo, je voudrais à vous, monsieur Ouedraogo. Abraham Badolo. Non, c'est évident. Ce qui est arrivé démontre qu'en réalité, les choses n'allaient même pas entre les soldats qui sont au front avec la hiérarchie militaire en réalité. Parce que quand vous regardez pourquoi le coup d'État n'a pas été contesté ou le coup d'État a été suivi par les autres garnisons, c'est parce que, comme je vous l'ai dit dès le départ, c'est parce que ce sont ces jeunes qui sont sur le terrain, c'est eux qui font le combat, c'est eux qui connaissent les réalités du terrain, c'est eux qui connaissent ce dont ils ont besoin pour pouvoir engager des batailles sur le terrain. Et moi, je dirais aujourd'hui, vous savez, quand Dieu vous donne le pouvoir, il faut faire très attention. Nous avons vu à un certain moment que Damiba était devenu un incontrôlé, même au sein de son mouvement. Parce que, comme vous avez vu le manque de modestie de sa part. Il a eu à dire, et si quelqu'un se sent plus fort que lui, que la personne a fait coup d'État. Il a fait des offres de coup d'État. Les jeunes l'ont démontré qu'en réalité, il n'était rien en réalité. Ils ont fait le coup d'État. Le plus fort, il a vu qu'il y a eu plus fort que lui. Et à un certain moment donné, nous avons eu l'impression qu'il s'était démarqué des gens qui l'ont aidé à réussir son coup d'État. Oui, M. Batolo, est-ce que la lutte contre le terrorisme, qui est aujourd'hui, de mon point de vue, vraiment un échec, est-ce que cela s'explique par justement ces crises en interne dans l'armée? Non, bien sûr, cela s'explique. Parce que vous savez, quand vous venez pour faire la guerre, parce que n'oublions pas, au départ, le 24 janvier, qu'est-ce qui nous a été dit? Il a dit qu'il est venu pour faire la guerre. Mais le constat... Donc la faute, ce n'était pas Roch-Marc Christian Caboret, monsieur. Non, écoutez, oui. Je vous dis une chose. Oui. Le problème ici, c'est que moi, je ne parle plus de Roch-Marc Christian Caboret parce que c'est le passé. Nous parlons ici de Damiba. Le problème aujourd'hui, c'est que l'histoire a démontré que Damiba également a été le problème. Il n'avait pas une volonté réelle de lutter contre le terrorisme. Sinon, les jeunes n'allaient pas quitter leur position pour venir prendre leurs choses à Ouagadougou ici. Ouais. D'accord. Oui, monsieur Ouedraogo. Oui, je pense que ici, quand Badolo dit qu'on ne parle pas de Roch-Marc Christian Caboret, c'est du passé, c'est vrai, mais c'est du passé dans le présent. Parce que c'est du passé dans le présent. Et il ne faut pas rejeter la faute sur le président Roch-Marc Christian Caboret. Donc la faute n'est nullement la faute ici, on ne peut pas mettre ça sur la tête. Non. Il fait partie en tant que chef de l'État à l'époque. Il fait partie. Parce que vous voyez, cette crise au sein de notre armée, qui amène la division au sein de notre armée, ne date pas de cette ère. Elle date de l'ère depuis l'ancien président Blaise Compaoré. Parce que si vous avez, à un moment donné, au sein même de l'armée, c'est comme si nous avions deux armées dans un même pays. À l'époque, le RSP, il faut avoir le courage de le dire, était en fait le régiment le mieux traité que les autres entités de notre armée. Alors, ce qui amenait des mécontentements au sein des autres forces de défense et de sécurité, ce qui n'a pas amené cette cohésion et cette unité au sein de notre armée. Alors, donc, quand le président Roch-Marc Christian Caboret est venu au pouvoir, les mêmes chefs supérieurs de l'armée ont continué dans la même logique. Ils ont continué dans la même logique, même s'il n'y avait pas un RSP bis, il y avait le régiment de sécurité qui était là, qui était aussi privilégié d'une manière ou d'une autre par rapport aux autres entités de l'armée. Mais quand nous revenons, quand on a fait le coup d'État au président Damiba. Caboret. Non, au président Damiba. Damiba, d'accord. Mais il lui a été reproché la même chose.
Quand on voit par exemple les forces spéciales qui étaient mieux traitées que les autres entités de l'armée, parce que tout est le coup d'État, comment le coup d'État est survenu? D'abord, le coup d'État, ce n'était pas d'abord un coup d'État dès le départ. C'était d'abord un mécontentement. Une revendication. Une revendication. Et toute revendication, comme d'ailleurs, comme ce fut le cas sous l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, ça a amené le coup d'État. Et je pense que quand je parle de similitude entre le comportement de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré et l'ancien président, j'ose le dire aussi, et Damiba, c'est dû au fait que l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, à un moment donné, a gouverné aussi seul. Et Damiba n'a pas pris leçon, il était en train de gouverner seul. Parce que moi, quand je regarde le comportement de Damiba, tout tournait effectivement autour de Damiba. Tout tournait autour de Damiba. Toutes les questions, il faut qu'il les traite. Même en Conseil des ministres, et nous avons appris des sources concordantes aussi, même les nominations au sein, en fait, les nominations. Mais il paraît même que deux fois, en Conseil des ministres, on tend un papier à un ministre, on lui dit, bon, il faut nommer un tel à tes postes. Et nous avons compris aussi que, et c'est là où est survenue aussi la nomination des personnes mortes à des postes de responsabilité. Mais est-ce que vous pensez que ça, c'est un gouvernement sérieux? Est-ce que vous pensez que ça, c'est un président sur lequel l'espoir d'un pays doit reposer? Je pense que ici, Damiba a raté le coaching. Ce qui lui est arrivé devrait arriver parce qu'on ne pouvait pas continuer dans ces manœuvres-là. Si les jeunes ne prenaient pas les responsabilités, la population allait prendre sa responsabilité. Et vous avez vu que les choses ont commencé à dégénérer depuis Bobo Dioulasso. Ça allait arriver à Ouaga. Et dans les autres provinces, les gens étaient en train de se mobiliser. Ou on va se faire tuer. Que les terroristes viennent nous terminer, mais nous allons régler le problème avec l'État central qui n'arrive pas à assurer notre sécurité. D'accord. Alors, docteur Maxime, allez-y. Je pense que tout cela aussi est inhérent à la politisation de l'armée. L'armée doit être une armée citoyenne, une armée républicaine. Et l'armée doit être soumise au pouvoir politique qui tisse la légitimité des élections et du peuple, n'est-ce pas? Et cette armée, on a bien vu qu'elle s'est embourgeoisée avec des officiers qui sont plus dans les salons feutrés de Ouagadougou, dans des véhicules de V8, avec des sécurités et qui ont des avantages mirobolants face à ce peuple qui souffre. Et on voit bien qu'il y avait donc cette hiérarchie qui était bien traitée et ces soldats qui sont sur le terrain, qui sont démunis, ou bien on envoie des jeunes recrues qui n'ont pas encore l'expérience de la guerre, on les envoie à l'abattoir. Alors que des gens aguerris sont là, et simplement même pour garder la sécurité donc, du président. C'est ça, entre l'utilisation rationnelle, n'est-ce pas, du personnel et la formation. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, cette armée, si elle est divisée, et si elle reste divisée, si elle n'est pas cohérente, elle ne pourra pas faire face à l'adversaire. Parce que ces querelles intestines, ces querelles de personnes ici sont dommageables pour, en tout cas, la lutte contre le terrorisme. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit vraiment faire une refondation dans l'armée, essayer de voir clairement ceux qui viennent pour faire des affaires dans l'armée n'ont pas vocation à être dans l'armée. Qu'ils aillent faire des activités comme celle de Badolo, qui est entrepreneur, mais qui fassent leur activité, qui puissent en jouir. Mais si on reste dans l'armée, on doit rester républicain, on n'a pas à se mêler des affaires politiques, effectivement. Et c'est peut-être raison que nous voyons aujourd'hui, cette armée, elle est vraiment le résultat de cette politisation ancienne, de ces querelles-là, ces avantages. Et il a bien dit aussi, effectivement, si on a une armée dans une armée, ceux-là qui sont comme des soldats de seconde zone, qui ne sont pas considérés, quand il s'agit, n'est-ce pas, d'aller au combat, c'est ceux-là qu'on envoie. Et ceux qui ont eu même déjà la formation des unités d'élite, qui doivent être, n'est-ce pas, au front, ne sont pas amenés au front. Et on envoie les autres. Mais quand on est soldat d'élite, là, c'est un honneur de mourir pour ce pays. Quand on s'engage dans l'armée, on s'engage pour, bien sûr, défendre le pays au risque de sa vie. C'est pour la raison que je dis clairement, là, les forces de défense et de sécurité doivent être, en tout cas, être traitées avec beaucoup de courage. Mais quand on voit dans la sémantique, déjà, à ce moment donné, j'ai commencé à voir, même dans les écrits officiels, là, pour la patrie, nous vaincrons. On ne parle plus patrie ou la mort, nous vaincrons. La mort a été occultée. Comme si la mort ne faisait pas partie, n'est-ce pas, de la mission, en tout cas, des militaires. Et c'est ça que je dis clairement. Nous sommes tous concernés par la question sécuritaire et je crois que dans l'armée,
il y a des vaillants patriotes qui veulent vraiment montrer autre chose. Et quand on écoute effectivement les discours qui sont donnés par ces jeunes, et qui en tout cas donnent des raisons objectives, n'est-ce pas, de leur soulèvement, et j'espère vraiment que tout le monde va comprendre que notre armée, c'est une armée qui appartient au peuple. C'est le peuple qui est, en tout cas, la source, n'est-ce pas, de leur vie. Puis c'est nous qui payons nos impôts. Oui, tout à fait. Et ça, c'est important. Oui, c'est l'argent du contribuable qui participe donc à l'achat de toutes ces armes, au paiement donc de tous les agents de l'État. Alors, monsieur Wouba, réaction? Réaction, j'étais découragé hier lorsque je voyais sur les réseaux sociaux qu'on parle de soldats affiliés à X ou à Y. Ça montre déjà à quel niveau notre armée est divisée. À l'heure actuelle, notre armée devait appartenir au Burkina Faso et rien qu'au Burkina. On ne devait pas entendre parler que les hommes de Damiba, on ne devait pas entendre parler des hommes de Ibrahim ou les hommes de X ou de Y. L'armée appartient au pays, l'armée appartient au peuple, comme l'a dit le docteur Maxime. Actuellement, nous reconnaissons que c'est très difficile pour notre armée d'être unie. On s'est rendu compte que le problème que vit le Burkina n'est pas un problème d'homme, mais c'est un problème d'intérêt. Nous avions des individus qui sont recrutés au sein de notre population pour représenter l'armée du Burkina Faso, qui, à la date d'aujourd'hui, pour des intérêts personnels ou pour des intérêts d'un individu, sont prêts à s'allier à un individu ou à un autre individu pour lutter contre le peuple et non pour lutter pour le peuple. Hier, nous avions tous eu la peur au ventre que deux entités de l'armée ne se rentrent dedans. Chacun d'entre nous a appelé peut-être sa famille pour dire à sa famille « reste à la maison, ne sors pas ». Peut-être en dehors de M. Badolo qui voulait être au parfait des événements, chacun a eu peur à un moment donné que la guerre n'arrive. Et les terroristes utilisent cette façon de faire pour nous avoir. Parce que lorsqu'on saura que dans notre armée, nous avions des individus qui sont prêts à se battre pour un homme et non pour la patrie, ils vont utiliser cette faille pour pouvoir nous avoir. Aujourd'hui, je suis très content de voir que la population à Ouagadougou est sortie nombreuse pour se rallier à un individu. Mais j'aurais bien aimé qu'on change les mots et qu'on dise que la population est sortie pour se rallier à la cause du peuple, ou plutôt à la cause de l'armée. Mais même l'armée, je ne suis pas d'accord parce que l'armée n'est qu'une entité du peuple. L'armée ne représente qu'au Burkina que 1% de la population. On ne sort pas pour ça. Et j'aurais bien aimé que, aujourd'hui, de la même façon que la population est sortie derrière l'armée pour pouvoir récupérer le pouvoir et remettre à une autre personne, que de la même façon que les populations se mobilisent pour lutter contre ce terrorisme. Parce que ça ne sert à rien que nous passions notre temps à Ouagadougou à sortir pour, je ne veux pas dire exalter un individu, pour exalter des gens qui tiennent des armes, qui vont prendre le pouvoir, et ne pas être capable d'aller avec ces personnes. De la même manière que la population hier était prête à donner leur poitrine pour qu'on tire, pour protéger les soldats qui étaient sortis, ça devait être de la même manière que les populations doivent se mobiliser pour accompagner les FDS, sortir sur le terrain et lutter contre ces terroristes sur le terrain. Voici au fait ce que moi je vois. Et cette armée gagnerait à la fin de je ne peux pas dire cet épisode, à s'asseoir et à refonder notre armée. Parce qu'aujourd'hui, notre armée, elle est plus que divisée. Elle est plus que divisée qu'au temps de Blaise Compaoré. Elle est divisée plus qu'au temps du président Kaboré. Et je peux dire qu'elle est 10 fois plus divisée aujourd'hui. Parce qu'à la fin, je ne sais pas à quelle sauce sera consommée ceux qui sont restés fidèles au président Damiba. D'accord. On vous comprend très bien. Alors, je voudrais donc poser cette question sur la table et voir quel sera donc l'avis de tout un chacun ici. Alors, sous d'autres cieux, par exemple, quand il y a un coup d'État, les opérations sont menées par la hiérarchie. Par exemple, le chef d'état-major général des armées, c'est d'ailleurs le cas actuellement donc au niveau du Tchad où après l'assassinat donc de Idriss Déby Père, c'est le fils, chef d'état-major général des armées qui a pris donc les rênes du pouvoir. Par contre, dans beaucoup de pays, c'est le cas par exemple au Mali, au Burkina Faso, on en sait, et même ailleurs, quand il y a un coup de force ou un coup d'État, on voit un lieutenant-colonel, un capitaine,
Et est-ce que ça ne pose pas le problème aussi de la hiérarchie, d'où cette pagaille, entre guillemets, que nous observons actuellement, où les uns et les autres se tirent dessus. Je passe, docteur, oui. Docteur, allez-y, quelle est votre compréhension donc, de cette situation? Toujours le chef d'état-major général des armées, même mis de côté, sinon donc remplacé rapidement par des jeunes officiers. Ça pose un problème de hiérarchie dans l'armée aussi. Mais oui, mais parce que de toute façon, cette armée est souvent indisciplinée. Pourquoi? Parce qu'il y a des soldats qui ont été recrutés avec l'aval de certains officiers qui ont fait pression à ce qu'on les recule. Voilà. Et ça n'a pas été fait par transparence. Donc, ils ont quand même une forme d'allégeance envers ceux qui sont à l'origine de leur venue. Et aujourd'hui, quand il y a une armée qui est indisciplinée, alors qu'on sait très bien que la discipline est la force principale des armées, et on dit, et il importe que tout supérieur obtienne du subordonné une obéissance entière et une soumission à tous les instants. On l'a dit. Mais on a bien vu que finalement, lors de l'histoire des procès, par rapport au coup d'État de Guinguéré, il y a des soldats qui ont dit, mais nous avons répondu aux ordres. Mais la hiérarchie n'a pas voulu, n'est-ce pas, nos supérieurs n'ont pas voulu assumer les ordres donnés. Mais on a dit aux soldats, mais bien sûr, quand vous donnez un ordre et vous n'êtes pas capable, n'est-ce pas, de réfléchir, n'est-ce pas, sur la portée légale de cet ordre-là, vous devez quand même refuser de faire. Mais ce sont des paroles qui se disent, mais dans la réalité sur le terrain, comment un soldat peut refuser, n'est-ce pas, un ordre donné par un supérieur? Et c'est là que Sankara a dit qu'un soldat sans formation politique est un criminel en puissance. Donc je crois qu'il faut quand même, malgré tout, que les soldats puissent avoir leur jugeote là et comprendre que l'ordre principal, si cet ordre-là va à l'encontre, n'est-ce pas, de l'intérêt supérieur de la nation, on doit refuser d'obéir. Pourquoi? Parce que le peuple est au-dessus de tout. Et je crois qu'ici, puisque l'armée a manqué cette hiérarchie-là, forcément, mais ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les armes, au moment donné, mais c'est eux qui prennent la décision. On a bien vu, n'est-ce pas, lors de l'insurrection. Après, il y avait le général Honoré Traoré qui était quand même déjà le plus gradé. Mais ma foi, il a commencé à vouloir se proclamer. Mais lorsque Zida est venu avec ses éléments du RSP et ils ont vu à travers les fenêtres de l'état-major vraiment les Rambo là qui étaient bien postés et tout ça, mais ils se sont ravisés. Et ils ont dit, bien non, ça va. Zida a pris la chose alors qu'il n'est le plus âgé. Ah oui. Voyez-vous? Donc déjà, vous savez, quand il n'y a pas cette hiérarchie-là, quand il n'y a pas ce respect-là, et malheureusement, puisque les jeunes la disent clairement, qu'il y a une forme, n'est-ce pas, de bourgeoisie de la hiérarchie. La hiérarchie qui ne tient pas compte, n'est-ce pas, des revendications. Et alors qu'un soldat, quand il y a un général, tu dois être au devant. C'est pas dire, allez, je vous suis, non, suivez-moi. Et Sankara le disait clairement, il va au devant. Mais si tu n'as pas l'exemplarité, si toi-même tu es là, tu te préserves, et tu envoies les enfants à la boucherie, mais si dans toutes les régions militaires, il y avait des généraux ou bien des officiers supérieurs qui étaient même sur le front, pas des capitaines qu'on envoie, mais eux-mêmes qui ont fait de guerre, si c'était au devant, on sait très bien que les terroristes, souvent, on se dit, ah, s'il y a les grands qui sont là, forcément, la zone est sécurisée, parce que personne ne veut mourir. Ils vont prendre des mesures. Mais restez à Ouagadougou ici. Vous avez envoyé des jeunes là-bas. Ils n'ont même pas, n'est-ce pas, des officiers de liaison, ou bien même pour pouvoir réagir. Il faut faire une forme, n'est-ce pas, de lourdeur administrative. Et ils ont dit clairement, hein, les jeunes là, la lourdeur administrative. Pour avoir le matériel, on doit courir. Et on est souvent même dans des positions par l'adversaire, parce que finalement, il y a une forme, n'est-ce pas, de laxisme là. Et je crois que c'est tout cela qui fait que cette armée-là, elle a besoin d'être refondée. Et avec, n'est-ce pas, des méthodes de recrutement et de formation, pour que ces jeunes soldats qui sont là soient une armée républicaine formée et qui va refuser vraiment de rentrer, n'est-ce pas, dans des ambitions personnelles démesurées. Alors, monsieur Ouba, vous avez votre façon de comprendre ça, non? J'ai ma façon de comprendre. Déjà, moi, j'analyse les événements qui sont là. Rien qu'hier, nous avons appris qu'il y avait les Mamba verts, il y avait les Cobras, il y avait tellement de les forces spéciales, il y avait tellement de les Cobras verts. Je ne peux pas comprendre autant de démembrement dans une armée et parler de discipline. Ce sont des unités et parler de discipline. Parce que chaque si moi je suis est dirigé par un commandant. Voilà. Donc ce qui signifie que si par exemple moi je suis de l'unité des Mamba verts, je ne peux pas recevoir d'ordre de l'unité même mais du chef d'état-major. Oui. Le chef d'état-major, lui, il ne donnera des ordres qu'au commandant. Et chaque commandant a la latitude d'accepter ce commandement ou de ne pas l'accepter. Parce que c'est lui, il a ses hommes, c'est lui, il fait ce qu'il veut avec ses hommes. Et on comprend pourquoi on arrive à faire facilement des coups d'État au Burkina Faso. Parce que tant
on va passer le temps à créer des unités, à permettre à certaines unités de penser qu'ils sont mieux formés, qu'ils sont mieux armés, qu'ils sont au-dessus des autres, chacun aura le couteau de son côté et il tentera de découper le Burkina Faso comme lui il veut. Et c'est là qui fait que le danger. Aujourd'hui, je suis étonné par exemple qu'un capitaine vienne prendre par exemple le pouvoir devant des colonels, devant des lieutenants-colonels, devant des généraux. C'est vraiment, excusez-moi, c'est vraiment, ça montre à quel niveau. C'est incompréhensible selon vous. C'est incompréhensible chez moi. Pour moi, notre armée n'est plus disciplinée. J'aurais bien aimé que lorsque, par exemple, ce coup de force était arrivé, qu'on voit, par exemple, le chef d'état-major sortir, faire un communiqué, faire une assemblée générale, comme c'est le MPSR, je me dis que c'est devenu une association, c'est devenu une OSC, faire une assemblée générale où il va imposer aux jeunes la conduite à suivre parce que vous êtes venus avec des revendications. Nous allons voir dans quelle mesure ces revendications peuvent aboutir. Mais quand on regarde que des jeunes disent à la date d'aujourd'hui, c'est nous faisons la loi, nous pouvons enlever le président, nous pouvons engager les combats et dans 5 minutes, le président sera pris, ça montre déjà que notre armée n'a pas de discipline. Et c'est regrettable pour un pays comme le Burkina Faso. Je ne peux pas comprendre qu'à la date d'aujourd'hui, un jeune capitaine vient au pouvoir. Qui il va nommer comme chef d'état-major? Qui il va nommer comme ministre de la Défense? Qui il va nommer comme chef d'état-major de l'armée de terre, etc., etc. Actuellement, nous avons vu que sur la télévision nationale, c'est des sous-lieutenants qui sont en train de faire des communiqués. Ce qui montre qu'il ne travaille qu'avec des gens qui sont en bas de lui. Il n'est pas capable de travailler avec des gens qui sont au-dessus de lui. Et quand on regarde tout ce mais est-ce que aussi des gens qui sont nettement au-dessus de lui ne lui dictent pas ce qu'il y a à faire? C'est ça aussi. Cela est possible. Il y a des hommes de l'ombre qui tracent les stratégies. Nous osons espérer qu'il y a des officiers supérieurs qui sont ses supérieurs hiérarchiques directs. Tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre, qui lui donnent des ordres. Sinon, la situation qu'on nous fait voir aujourd'hui nous fait peur. Très peur. D'accord. Parce que j'imagine ce qu'on sera demain, après-demain, dans une semaine. Merci beaucoup. On va voir la compréhension de cette donne avec Isiaka Ouedraogo. Non, mais moi, ma compréhension de la situation est simple. Ouaba a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit que lui, il est étonné qu'un capitaine dise qu'en 5 minutes, il pouvait déloger le chef de l'État. C'est tout à fait normal, puisque c'est eux qui sont venus faire le coup d'État et puis l'installer. Donc, les armes, c'est dans leurs mains, c'est eux les hommes de terrain, c'est eux qui l'ont mis là où il est. Ça, c'est compréhensif. Mais moi, la lecture que je fais de cette situation, pour moi, c'est désordre. C'est un désordre, ça. C'est un désordre au sein de l'armée. Et simplement, le fait d'abord que l'armée, comme l'a si bien dit le capitaine Traoré, des supérieurs de l'armée se sont embourgeoisés. Donc, finalement, les jeunes n'ont plus confiance. Alors, je continue. Oui. Les jeunes, et même ces officiers supérieurs dont vous parlez, certains officiers supérieurs dont vous parlez, n'osent même pas lever la voix dans la mesure où si jamais ils osent lever la voix, on va leur sortir leur dossier. Vous avez combien de généraux aujourd'hui qui sont milliardaires au Burkina Faso? Vous avez combien de colonels aujourd'hui qui sont multimillionnaires au Burkina Faso? Quand je prends par exemple le président d'Amiba Déchu, lorsqu'il a fait la déclaration de ses biens, il était à 200 millions, si je n'abuse de ma mémoire. Des terrains et tout. Comment vous pouvez comprendre qu'un lieutenant-colonel au Burkina Faso ait 200 millions? Ben, je ne sais pas comment il a pu accumuler en fait ces 200 millions pendant que vous avez des officiers. Non, mais écoutez, c'est l'argent. C'est l'argent frais qui paie l'immobilier. Voilà, donc quand on parle, oui. Mais est-ce que vous pensez, nous avons connu des officiers supérieurs dans notre pays en son temps, au temps de la haute volta, où des gens partent à la retraite, ils n'ont même pas 3 millions dans leur compte. Même si vous allez nous dire que c'est à l'époque passée, c'est pour dire qu'à l'époque, on avait vraiment des gens qui pensaient au pays, qui se battaient pour le pays. Et quand, par exemple, nous voyons, aujourd'hui, nous entendons certains supérieurs, des anciens supérieurs à la retraite il y a 15 ans, 20 ans, voir ces jeunes aujourd'hui, et qui sont en fait à des centaines de millions, qui sont milliardaires, ils sont dépassés, ils se débattent. Mais c'est quoi cette armée? Donc, c'est pour tout simplement vous dire
ces jeunes ne pouvaient pas, en fait, aujourd'hui, se référer à certains supérieurs pourris, je le dis, pourris par un certain nombre de systèmes dans le passé, et aujourd'hui, qui sont obligés d'accepter le dictat de ces petits, de leurs enfants, à la limite. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, je pense que maintenant, il faut aussi savoir que ces jeunes qui ont pris, en fait, qui sont aujourd'hui, qui sont venus chasser d'Amiba, il y a forcément des supérieurs qui sont derrière eux. Parce que si ce n'est pas coordonné par les supérieurs, ils ne peuvent pas y arriver. Les supérieurs ont pensé à un moment donné. Mais ils ne se mettent jamais en avant. Non, mais ils ne se mettent pas à l'avant parce qu'ils se disent que la crédibilité est dans le camp des enfants. Oui. On est derrière, on couvre les enfants et on leur dit ce qu'il faut faire. Mais là aussi, il y a un problème, M. Ouedraogo. Non, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Non, vous savez, non, oui, ils vont prendre leurs responsabilités, mais de toute façon, ces jeunes sont là. Il a bien dit, le capitaine Ibrahim Traoré a bien dit, il a été très clair. Nous ne sommes pas venus pour prendre le pouvoir d'État. Nous sommes venus pour régulariser une situation, pour rectifier le tir du MPSR. Alors maintenant, ils vont aller sur le terrain combattre. Parce qu'ils ne sont pas là pour prendre le pouvoir. Exactement. Ils sont venus pour en fait régler leurs comptes entre eux. Exactement. Ils vont repartir sur le terrain, combattre les terroristes. Mais maintenant, on attend dans les jours à venir, on va remettre les institutions à leur place. On va place. revenir à ça tout à l'heure. Okay. Monsieur Badolo, votre lecture de cette donne? Ce qui est important dans la situation est que le capitaine a été clair, il n'est pas intéressé par le pouvoir et il n'est pas le chef de l'État. Il est le nouveau président du MPSR. C'est très important à retenir. Et il a même dit que dans les jours à venir, ils vont rassembler les forces vives. Oui, pour on va revenir à ça, M. Badolo. Voilà. Donc, revenons au sujet. Je dirais aujourd'hui, c'est tout à fait normal parce que les jeunes aujourd'hui n'ont plus confiance à la hiérarchie militaire. Parce que ces jeunes sont en contact également. Ils savent comment ces messieurs vivent. Ils savent dans quelles conditions de vie leurs enfants sont et même leurs femmes et autres. Parce qu'ils connaissent les réalités. C'est leur patron, ils les connaissent mieux que nous les civils. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de tout de résistance. Et il y a une chose qu'il faut savoir. Quand vous voyez le jeune s'exprimer, c'est un monsieur qui connaît vraiment le terrain. À le voir s'exprimer, on sait que c'est quelqu'un qui est en contact et qui a toujours été en contact avec sa base et qui est même au front avec ces éléments. Est-ce que vous comprenez? Et ici, soyez-en sûrs que cette responsabilité, il ne peut pas porter cette responsabilité lui seul. Quand il parle du président du MPSR, mais le MPSR, c'est un groupe de personnes. C'est un groupe de personnes. Donc, je me dis que forcément, et il a dit quelque chose de très important également. Oui, il dit qu'il a été désigné, s'il vous plaît, quand il y a un coup d'État, pourquoi ce n'est pas le chef d'état-major général des armées qui assume? C'est ça, c'est là la question. Le chef d'état-major ne peut pas assumer. Est-ce que le chef d'état-major a des troupes? C'est le premier responsable de tous les militaires d'un pays, non, le chef mais d'état-major. Il n'a pas de troupes. Ah d'accord. Il n'a pas de troupes. Le chef d'état-major, lui, il est là. Non, il faut se dire la vérité. Okay. Le chef d'état-major général n'a pas de troupes. Lui, il donne les directives, il commande. Il est administratif. Est-ce que vous voyez? Et c'est les dossiers administratifs qu'il gère. Ceux qui gèrent les hommes sur le terrain, ce sont les commandants et les capitaines et autres. Ceux qui ont les hommes. Mais n'oubliez pas aussi. Je vais vous dire une chose. Oui, administrativement, M. Badolo, c'est le chef d'état-major général des armées qui nomme. C'est le chef de corps. Je vous dis une chose. Écoutez, lui, c'est le domaine des stratégies. Je finis. Moi, je vous dis une chose. Allez-y. Ce qui est arrivé, si les jeunes ont pu quitter leur zone pour venir faire le coup d'État, c'est parce que ces jeunes n'ont plus confiance à leur hiérarchie. Je vais vous dire une chose. Si dans les zones de combat, il y avait des lieutenants-colonels, il y avait des généraux sur le terrain, je vous assure que ce coup d'État n'allait pas arriver parce que ces gens allaient connaître les réalités que vivent ces jeunes sur le terrain et ils allaient s'atteler à régler ces problèmes. Mais comme ils sont assis à Ouagadougou, dans des bureaux climatisés, dans des V8 climatisés et blindés, ils ne connaissent pas les réalités. Donc, raison pour lesquelles les jeunes ont décidé de venir rappeler à la hiérarchie que c'est eux qui perdent des hommes, ceux qui sont sur le terrain, c'est eux qui sauvent. Et le jeune a dit quoi? Moi, vous savez, il force de l'admiration en fait. Il a dit que le problème est un petit problème de coordination et de logistique. Il va même à dire que en moins de 12 mois, eux, ils peuvent récupérer 60% du territoire.
Est-ce que vous comprenez? Ça montre la détermination et l'engagement de ces jeunes-là qui sont sur le terrain, qui risquent leur vie, qui perdent des amis pour restaurer l'intégrité du territoire. Et moi, je dirais que ici, c'est trouvé rapidement. Parce que vous savez que moi, je pense qu'après ces événements, il faudrait refonder l'armée. Que ceux qui ne sont plus capables, ceux qui se sont assez enrichis, aillent à la retraite, permettent à ceux qui ont la volonté réelle, à ceux qui ont encore de l'énergie, de pouvoir vraiment composer avec tout le monde pour pouvoir nous ramener la paix et la quiétude dont nous avons besoin au Burkina. En tout cas, c'est clair hein, et c'est avéré que les jeunes qui luttent au front sont pour la plupart du temps, en tout cas, dessus. Il y a beaucoup d'exemples connus tels que les primes qui ne sont pas payées ou des primes qui sont détournées par la hiérarchie et ça provoque souvent donc la démotivation au sein donc de la troupe et cela donc compromet dangereusement effectivement la sécurité d'un pays. Alors, Monsieur Ouedraogo? Non, je crois que ici, dans le dispositif de l'ancien président d'Amiba, il faut qu'on se dise les choses de manière claire. Le chef d'état-major des armées était un figurant. C'était un figurant, c'est un monsieur qui était assis. Donc, toutes les décisions étaient prises par Damiba. Toutes les décisions étaient prises par Damiba, le côté à côté. Parce que Damiba s'appuyait plus sur le côté le commandement des opérations que, en fait, le chef d'état-major des armées. Les jeunes, le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, ils sont venus en tant qu'hommes de terrain, ils sont venus faire des propositions au président Damiba pour une sortie de crise. Et quand il est arrivé, il a fait une semaine d'abord pour pouvoir le rencontrer, chose qui n'est pas normale. Chose qui n'est pas du tout normale. Mais avant que le capitaine Traoré cherche d'abord à voir, parce que vous savez, l'armée c'est la hiérarchie, c'est le respect de la hiérarchie. Et le capitaine Traoré ne peut pas quitter le terrain pour venir voir directement le chef de l'État. Il doit passer d'abord par l'état-major, même pas par le chef d'état-major, hein, parce qu'il a des supérieurs avant d'arriver au chef d'état-major. Mais donc, il a brûlé toutes ces étapes pour aller directement rencontrer Damiba. Mais pourquoi? Donc, ça veut dire que la chaîne de la hiérarchie ne marchait pas. Ça veut dire que la hiérarchie même n'était même pas respectée. Le chef d'état-major des armées n'était qu'un figurant, un administratif. Et je me demande lui-même ce qu'il faisait. Il devait démissionner même parce que... D'accord. Voilà. C'est le colonel-major David Cabré. Je pense que, oui. Docteur, je crois que chacun de vous a donné son avis sur la question. On va aller très vite, le temps court. Alors, me fait signe, nous allons partir avec ce discours justement prononcé par le capitaine Kiswenisida Sorgho. Alors, un discours à 3 niveaux. Alors, on va s'appesantir un peu sur le 3e point qui porte essentiellement sur les forces vives qui seront convoquées bientôt pour une nouvelle charte. Il y a également la question donc de la dissolution du gouvernement, de l'Assemblée législative de transition et bien d'autres. Hein. Alors, la charte, une nouvelle charte sera donc rédigée. Comment cette charte devrait être, docteur Maxime? Je crois que pour l'instant, notre urgence là, c'est vraiment d'avoir la sécurité. Il ne faut pas que l'on passe le temps à ergoter sur des chartes et convoquer des gens qui vont venir encore pour débattre. Tout est déjà là. On a déjà assez d'éléments pour aller très vite. Donc, il ne faut pas la charte, il ne faut pas faire une charte. Non, on peut faire une charte, mais enfin, je crois qu'il y a beaucoup de chartes là. On a vu la charte du de 2015, il y a déjà la charte du récemment là. C'est clair, tout le temps, c'est des réunions à n'en plus finir là. Alors que l'ennemi ne fait pas des réunions. L'ennemi tue pendant ce temps. Donc, je crois qu'il faut arrêter ces histoires-là. Moi, je suis pour qu'on aille très vite dans les choses, effectivement, et qu'on soit inclusif. Qu'on ne soit pas là simplement à choisir quelques amis ou quelques personnes qui vont venir simplement juste pour leur intelligence. Il y a souvent des gens qu'on méprise, et pourtant ces personnes-là ont des idées, ont beaucoup de choses. Moi, je pense que dans cette histoire-là, il faut que d'abord on mette des patriotes, des gens qui n'ont pas autre objectif que d'aboutir rapidement à ce qui nous concerne là, la sécurité de ce pays-là. Donc, pas des gens qui vont venir pour chercher des perdièmes ou bien chercher, n'est-ce pas, à avoir des titres là. Parce que des gens qui aiment bien ça, les Burkinabés aiment bien ça. Des réunions, on n'a pas fini, et on fait des pauses café. Non, le peuple n'a pas besoin de ça. Pause café alors que les gens sont dans les rues, les pays sont en train de souffrir là. Il faut arrêter cette histoire-là. Je crois qu'il faut vraiment des patriotes qui acceptent de travailler pour l'intérêt de la nation. Ensuite,
quand il y a cette charte-là, il faut aussi éviter toutes les dépenses inutiles. Ah, vous avez fait une assemblée législative pour faire quoi? Pour que les gens encore commencent à se battre, n'est pas pour pouvoir faire là. Non, je crois qu'il faut aller supprimer l'ALT. Il faut vraiment, ou à la limite, si on fait ça, que ce soit quelque chose, n'est-ce pas, de bénévole. Et que l'on prenne en charge seulement les frais de session. C'est tout. Celui qui ne peut pas survivre en dehors de ça, qui ne vient pas penser que c'est là qu'il va commencer à travailler. Et l'argent qui doit être utilisé là, même si c'est 1 franc là, ça doit être utilisé, n'est pas, pour soit les veuves ou les orphelins des FDF là, pour les motiver. Parce que si je suis un militaire et je me dis, mais je meurs au front pour ma patrie, au moins quand même qu'on s'occupe de ma famille qui compte sur moi. Mais si je ne suis pas là et personne ne s'en occupe, et on est là toujours à faire autre chose. Et on dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais il y a l'argent pour d'autres personnes. Hein. Moi, il y a des gens qui sont des V8 là. Moi, je crois qu'il faut arrêter cette histoire-là. Nous voulons des révolutionnaires. Des gens, l'autre avait dit qu'il était révolutionnaire, mais nous sommes des révolutionnaires. Nous sommes des patriotes. Nous voulons que les choses aillent pour l'intérêt de ce pays-là. Et s'il y a une charte là, qu'elle soit rapidement faite par des gens, puisqu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses là, et surtout que l'on fasse vraiment une transition qui respecte, n'est-ce pas, les délais de la CEDEAO, et que surtout, celui qui va venir, pour prendre l'espace durant ce temps-là. Et je préfère que ce soit un civil, que les militaires s'occupent de défendre le territoire. C'est clair. Et puis encore, on sait bien très bien que si les militaires commencent à s'occuper du pouvoir d'État, c'est là, comme ils ont les armes là, ils peuvent les utiliser. Laissons-les qui s'occupent des armes pour combattre, n'est-ce pas, les terroristes. D'accord. Et nous allons nous occuper d'abord de gérer le pays en étant conscients que nous avons la légitimité du peuple là et que ce peuple peut déposer à n'importe quel moment celui qui est là. Celui qui n'est pas compétent, mais on le dépose. D'accord. Alors, M. Woba? Déjà, c'est dire que nous sommes dans un perpétuel recommencement. En janvier 2014, nous avons vu que c'était le même scénario. Il faut encore faire une charte. Le véritable souci, c'est qui est la force vive. C'est là la question. Parce que si on va encore faire la force vive comme ce qui s'est passé en janvier, je pense que nous serons en train de faire un éternel recommencement. En janvier, nous avons vu que c'est quelques copains, avec quelques OSC, qui ont décidé de faire une charte et d'imposer ça à la population. Aujourd'hui, le nouveau tenant du pouvoir invite encore les forces vives à venir discuter d'une charte ou à établir une charte. Cette charte sera conçue par qui? Quels sont les éléments qui constituent cette force vive-là? Parce que depuis un moment donné, je passe mon temps à aller chercher vraiment le sens de force vive de la nation. Les forces vives de la nation sont constituées de qui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans cette force vive-là? Ça, c'est la première question à laquelle j'aimerais vraiment qu'on apporte une réponse. La seconde chose, nous voulons une charte pour faire quoi? Surtout qu'ils ont défini clairement ce pourquoi ils sont venus. Ils ont dit qu'ils sont venus pour restaurer l'intégrité du territoire national. Et ils ont ajouté qu'ils ont la stratégie et les partenariats nécessaires pour atteindre ça. La seule chose qu'il reste, c'est quoi? C'est de nous déposer la stratégie, nous montrer les partenaires avec lesquels ils veulent travailler et inviter la population à adhérer pour que cette stratégie puisse marcher, pour qu'en moins de 12 mois, comme ils l'ont dit, notre pays puisse être libéré et que chacun puisse vaquer à ses occupations et que les politiciens reprennent le pays pour en faire ce qu'ils veulent. Même si on ose espérer que les politiciens auront compris que désormais, quand on va prendre ce pays, on ne peut plus faire ce qu'on veut parce qu'il y a des gens à côté qui ont des armes et qui peuvent te dire descends quand ils veulent et le jour où ils veulent. Maintenant, pour terminer, cette charte, j'aurais bien aimé, si il y a cette possibilité d'exclure beaucoup d'acteurs. De la même manière que la jeune génération a pris ses responsabilités, il faudrait que cette charte permette aussi à notre jeune génération de prendre les responsabilités de ce pays. Parce que ce qui a fait échouer le président Damiba, c'est parce qu'il a voulu associer la vieille classe à sa gestion. Et tout le monde sait que la vieille classe sont en bagarre. Et nous n'aimerions pas que la bagarre des générations, Thomas Sankara, Blaise Compaoré, vienne retomber sur la génération qui à peine est en train de, je ne veux pas dire d'évoluer sur ce territoire national. Voici ce que je peux dire de la rédaction de cette charte. Merci beaucoup, Monsieur Woba. Alors, Monsieur Isiaka Ouedraogo, la charte, l'ALT, alors, quelles sont vos analyses?
Bon, je crois que d'abord, moi, je pense que pour la rédaction d'une charte... Vous êtes d'accord pour la charte? Non, oui, bien sûr, parce que ça une feuille de route. Ouais, c'est une feuille de route, voilà, pour tout ce qui va venir. Et pour la rédaction de cette nouvelle charte, il faudrait d'abord qu'elle soit, en fait, elle soit inclusive. Parce que, contrairement à ce qui s'est passé avec la charte de Damiba, il y a une charte qui a été rédigée. Et à entendre certains témoignages, la charte qui a été rédigée, de bonne foi, a été modifiée par le président Damiba à son temps. Modifiée selon lui, ses vœux et son entendement. L'ALT, il n'y a pas de raison que l'ALT ne soit pas en fait dissoute. Parce que l'ALT n'est pas représentative. L'ALT est dissoute, mais est-ce qu'il faut en refaire une autre? Bon, maintenant, je pense que ça dépendra de toute façon. Les forces vives qui seront invitées, comme l'a dit Woba, quels sont ceux-là qui seront en fait les forces vives? Je pense que c'est à eux de se pencher sur la question. Parce qu'on avait dit, entre-temps, est-ce que le président Damiba était obligé de mettre une ALT en place dans la mesure où les conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir, on pouvait lui donner en fait ce privilège de diriger par ordonnance. Tout ça, c'est des questions à voir. Et au niveau en fait bien sûr de cette assemblée-là, il va s'agir de voir si en fait il y a nécessité de mettre une assemblée nationale, parce qu'il faut aussi se dire, il faut voter les lois. Quelle sera cette structure que nous allons mettre en place pour pouvoir voter les lois et soumettre ça au gouvernement pour adoption? Mais je dis, il y a une erreur que le président Damiba a commise. Et cette erreur, c'est quoi? Quand je parle d'inclusivité, ici, il a écarté des partis politiques. Il a écarté des partis politiques. Et vous savez, les partis politiques sont prenantes, en fait, les partis politiques sont prenantes de l'animation de la vie politique dans notre pays et dans tout le monde entier, d'ailleurs. On ne peut pas venir exclure certains partis politiques, travailler avec une minorité de partis politiques et avoir un bon résultat. Ce n'est pas du tout possible. Même si on est contre ces partis politiques, dans la mesure où ces partis politiques font partie de la vie, de l'animation de la vie politique, il faut l'inclure pour en fait avoir un bon résultat. Et ici, je pense que les partis politiques n'ont pas joué leur rôle. Et au niveau de l'ALT, je ne peux pas comprendre par exemple que au niveau de l'ALT, que le chef de l'État nomme des gens à l'ALT. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Alors, donc, c'est des gens qui étaient assis au niveau de l'ALT. Et quand on parle en fait de la société civile, je suis responsable de la société civile, mais c'est vrai que les sociétés civiles ont été cooptées. Il y a des sociétés civiles qui étaient en fait acquises à Damiba. C'est ces éléments qui ont été nommés à l'ALT. Et quel est le rôle qu'ils jouaient réellement? Mais comme l'a dit mes prédécesseurs, lorsqu'on veut en fait un travail de qualité, il faut avoir des hommes de qualité, avoir des hommes qui ont une certaine capacité d'analyse et de réflexion pour nous sortir ou pour nous pondre des textes en tout cas viables et fiables. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Nous allons passer à Abraham Badolo. Monsieur Abraham Badolo, quelles sont vos analyses sur justement donc, ces points? Je dirais que d'abord la charte de transition doit être inclusive. Il faut associer toutes les parties prenantes. Parce que vous savez, ce sont les frustrations et les mécontentements qui amènent ces genres de situations. S'il y a eu le coup de force, c'est parce que des gens étaient frustrés et mécontents. Donc cette fois-ci, il faut associer tout le monde. Il faudrait également, comme l'a dit Isiaka, associer même les partis politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre préoccupation, c'est comment faire pour sauver le Burkina Faso, comment faire pour sauver le pays, comment faire pour pouvoir donner une nouvelle orientation qui va permettre aux militaires d'aller rapidement sur le terrain et de ramener la sécurité et la paix. Parlons d'ALT. Nous avons tous vu comment ça a été coopté, les gens ont été cooptés. Au Burkina, ici, quand il y a des situations pareilles, les gens s'attellent à exclure les personnes les plus critiques. C'est normal, parce qu'aujourd'hui,
quand vous aimez votre pays, vous ne pouvez pas aller vous asseoir, rédiger des choses et ne pas donner votre avis et ne pas dire ce que vous pensez parce que ça vous incombe en réalité. Mais au Burkina Faso, les gens n'aiment pas ceux qui sont en mesure de dire la vérité aux gens. Et aujourd'hui également, le véritable problème, c'est que beaucoup s'intéressent à ces genres de situations juste pour leur intérêt propre. Yes. Moi, je dirais aujourd'hui, j'ai toujours dénoncé, pour moi, on n'avait pas besoin de donner un salaire aux députés de l'ALT. Comme l'a dit le docteur Maxime Kaboré, j'aurais souhaité que peut-être on leur donne quelques pécules lors des assemblées législatives et que les séances plénières et que ce n'est pas un travail. D'abord, comme je l'ai dit, quand la nation vous appelle, vous ne devrez pas voir le profit. Vous devrez voir d'abord l'honneur et l'engagement par rapport à la nation. Comment faire pour apporter une pierre à la construction de cette nation? Mais au Burkina ici, quand vous allez voir les jours à venir, les gens vont encore s'atteler, courir derrière chacun. Je vous assure qu'à 7 heures, les gens sont en train de chercher le numéro du jeune capitaine, de ceux qui l'entourent, pour voir comment rebeloter, ou comment se retrouver encore une marmite de soupe. Parce que pour les gens, c'est la soupe qui les intéresse. Et nous ne voulons pas que cette fois-ci, on copte les gens par rapport à leurs intérêts personnels. Et je dirais que c'est le moment également de définir les rôles réels de notre armée. C'est une base, c'est un recommencement où nous devons également réfléchir par la suite comment faire pour dépolitiser définitivement notre armée, comment faire pour que ces genres de situations n'arrivent plus. On ne peut pas se retrouver au Burkina pendant que les terroristes nous frappent, que nous-mêmes au sein parce que vous savez, au sein de FDS, nous avons des frères. Ce sont nos frères. Quand vous prenez les unités, que ce soit Cobra, Mamba vers autres, là, ils sont tous des frères. Il y a des gens qui sont des frères, ils sont des amis, ils sont de la même région. Donc, on n'avait pas besoin de vivre ce cinéma qui nous ont fait vivre ces deux jours-là. Oui, justement, M. Abraham Badolo, la question fondamentale ici, c'est comment notre armée va partir au front de façon unie pour combattre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un secret, il y a une scission qui ne dit pas son nom. Et comment on peut aller de façon, en tout cas, commune à cette bataille? Vous savez qu'aujourd'hui, la population est confrontée à un véritable problème, qui est la population, le peuple. Hier, je crois que le peuple a encore démontré qu'il aura toujours le dernier mot. Même, vous avez vu, malgré que des gens étaient armés, malgré qu'on sentait l'affrontement dans l'air, les gens sont sortis, ils étaient prêts à mourir pour que vraiment il y ait un changement à la tête de l'État. Est-ce que vous comprenez? Le peuple aujourd'hui doit jouer un très grand rôle dans la suite du processus. Parce qu'aujourd'hui, le plus important ici, c'est de rappeler aux militaires leur vrai rôle, qui est de sécuriser le territoire et les populations. Également, il faut que les militaires sachent que c'est nous qui payons les armes à travers nos impôts et autres. Et il faudrait que les militaires également sachent que, à l'heure actuelle, c'est leur honneur également qui est en jeu dans cette lutte contre le terrorisme. Parce que vous voyez aujourd'hui que quand on fait le classement des armées puissantes en Afrique ici, le Burkina Faso n'est plus classé. Et c'est un défi que doivent porter ces jeunes-là. Et moi, je pense aujourd'hui qu'on a encore de l'espoir. De l'espoir, pourquoi? Parce que les jeunes qui sont venus prendre leurs responsabilités ne sont pas intéressés par le pouvoir. Le capitaine l'a dit, il aurait voulu être au front en train de pourchasser les terroristes. Oui, comment faire pour que le capitaine, comment faire pour avoir justement l'adhésion de toute l'armée dans son entièreté? C'est ça la question fondamentale. Je vais vous dire une chose. Oui, je termine. C'est sûr que le capitaine nous a dit qu'il a été désigné. Mais il était désigné par qui? Attendons les jours à venir pour connaître ses vrais mentors. Parce que lui seul ne peut pas se lever, taper sa fatigue, faire un coup d'état sans quand même. Le MPSR est un groupe. Et ce même groupe demeure. Puisqu'ils n'ont pas changé de dénomination, c'est dit qu'on a juste changé de président. Et moi, je pense que le choix de ce capitaine, c'est pour permettre vraiment aux autres, à l'ensemble du groupe, de connaître les réalités du terrain et d'aller très vite avec des solutions pour une sortie de crise. Donc, attendons les jours à venir, tout sera clarifié. Mais ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que les gens ne se laissent pas manipuler, le MPSR ne se laisse pas manipuler, qu'ils sachent coopter vraiment ceux qui ont l'amour de la patrie
pour qu'ensemble, sans discrimination, nous puissions apporter des solutions pour sauver vraiment ce pays. Monsieur Ouedraogo? Non, mais je pense que il faut un conseil supérieur en fait de l'armée, où en fait ces questions seront mises sur la table à débattre, et où en fait il faut que chacun regagne sa place. Les supérieurs reprennent leur place et qu'il y ait en fait dépolitisé, comme l'a dit Woba, il faut carrément dépolitiser l'armée. Parce que c'est dans la politisation de l'armée que toute cette pagaille s'installe. Lorsque l'armée va en fait rentrer dans son rôle régalien, dans son rôle à protéger les populations, à ne plus se mettre dans la tête qu'il faut chercher, il faut venir dans l'armée pour chercher de l'argent, mais plutôt de protéger les populations, à se dire que l'armée aujourd'hui doit éviter les nominations de complaisance comme nous l'avons vu sous des cieux. Et même encore, si je puis m'exprimer ainsi, tout dernièrement, et les nominations qui ont été faites, les généraux qui ont été nommés. Mais comment vous pouvez comprendre par exemple que Damiba nomme 3 généraux sans nommer le chef d'État général des armées générales? Donc il y a mal donne quelque part. Donc c'est des situations qui amènent la frustration dans l'armée. Le colonel-major David Cabré, même s'il n'a pas des hommes, même si c'est quelques hommes qu'il a, au moins, même si c'est 5 ou 6 hommes qu'il a, ça amène des frustrations dans les rangs de ces éléments. Et je pense que quand on veut faire un travail, il faut faire le travail de telle sorte qu'il n'y ait pas de frustration, qu'il n'y ait pas de division. Donc notre armée a intérêt à travailler, à ressouder les rangs, à ressouder les rapports, à amener une certaine unité. Et donc cela doit se faire d'abord par le respect des subordonnés aux supérieurs. Quand bien même que certains supérieurs sont pourris, il faut les ramener dans le rang et les rappeler l'ordre qu'il faut en fait installer, le nouvel ordre qu'il faut installer au sein de notre armée pour qu'il y ait la discipline, parce que c'est le manque de discipline justement qui amène ce désordre dans notre armée. Merci beaucoup, oui, docteur. Oui, je pense que quand dans l'armée, vous savez, la fonction prime sur le grade. Hein. C'est clair que quand on est capitaine et qu'on est chef d'État, mais on a quand même plus d'autorité qu'un général. Ça, c'est dans l'armée, c'est clair. Maintenant, lorsque l'on voit ce qui se passe, je crois réellement que c'est un travail de fond à faire. Mais nous sommes dans les urgences. Dans les urgences, là, il faut qu'il y ait un sursaut d'orgueil de tout militaire qui ait le sens de l'honneur pour se dire le pays doit exister. Et c'est notre responsabilité de faire en sorte que les populations qui comptent sur cette armée soient sécurisées. Et je crois que c'est ce travail, cet appel-là que je fais à tous les militaires là. Après, je crois qu'il faut faire un travail de fond, même celui qui va prendre le pouvoir par la suite, un pouvoir civil là, pour qu'il y ait vraiment une refondation de l'armée, en ayant vraiment à cœur le recrutement, la formation et l'utilisation des forces, n'est-ce pas, sur le terrain. Et que chacun sache quelle est sa place. Mais si effectivement, je crois que dans l'armée à l'heure actuelle là, il y a des gens qui doivent faire un pas de côté, qui doivent partir, se reposer et laisser ceux qui veulent vraiment faire le travail puissent en tout cas avancer et qu'il n'y ait pas de frustration. Parce que je crois que c'est ça, cette histoire-là, quand tu es un officier supérieur et que tu es trempé dans les affaires, tu n'as même plus la considération de ta base, tu n'as même plus la considération des soldats qui te voient agir. Et on voit que ces gens-là, ils n'ont pas part à la souffrance sous le soleil, pendant que les soldats sont là dans leur garba, ils n'ont même pas ce qu'il faut, mais ces gens-là sont dans la bombance, ils sont dans les embonpoints, ils n'ont plus vraiment cette réalité du terrain, ils ne sont jamais sur le terrain. Quel ordre ils peuvent donner, n'est-ce pas, qui puisse avoir un impact? Je crois que la crédibilité des militaires, c'est son exemplarité. Il faut être exemplaire, il faut être intègre, il faut être capable, n'est-ce pas, de dire, oui, suivez-moi parce que je sais très bien que devant, mais si un général a peur de mourir et il envoie des soldats, mais c'est compliqué. Mais si les soldats voient que le général n'a même pas peur de mourir pour son pays et qu'il leur dit de suivre, ils vont suivre. Parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas les emmener, n'est-ce pas, à l'abattoir. Voilà. Et donc, je crois que quelque part, il faut que cette armée-là retrouve cette quiétude-là. Moi, je suis un enfant de gendarme. Donc, je sais très bien, j'ai vécu dans les casernes. Donc, je sais très bien.
Je sais, quand je vois l'armée telle qu'elle est aujourd'hui, là, c'est pas possible. Moi, j'ai connu des officiers supérieurs. J'ai connu, n'est-ce pas, des gens valeureux. Et quand tu les vois dans les jeeps militaires, là, quand ils sortent là, avec leur PA, tout ça, ça te donne vraiment cette envie de dire, c'est pas possible. Et avant même que la voiture ne s'arrête déjà, ils décalent, ils sortent. Aujourd'hui, non, ils sont dans les V8. Voilà, les soldats sont là, on vient ouvrir pour leur excellence. Ils sortent tranquillement, tu les vois, et tu sais qu'ils ne sont même pas dans la réalité. Ces gens-là, il faut vraiment que cette armée-là retrouve sa fierté d'antan. Et moi, je suis vraiment content de voir que ce qui se passe là va être en tout cas un signal fort pour cette refondation et nous sommes prêts à le faire parce que nous voulons une armée républicaine pour vaincre en tout cas le terrorisme. Oui, monsieur Ouba. Moi, je commencerai par dire que la nation appartient à tous les Burkinabés. À la date d'aujourd'hui, notre armée, pour être unie, doit être sensibilisée, si je peux me permettre le mot. Nous nous rendons compte que de plus en plus, notre armée se bat pour des individus, pour des intérêts, mais ils ne se battent pas pour le pays. C'est là le plus gros souci. Si à la date d'aujourd'hui, chaque soldat arrive à prendre conscience que le combat pour lequel il a été engagé, c'est le combat du peuple, c'est le combat du Burkina Faso. Je pense qu'il ne passera pas son temps à s'imaginer que lui, il est membre ou il est soldat de tel chef de corps ou de tel chef militaire. À l'heure actuelle, nous gagnerons à demander à tous les soldats de se rappeler de leur serment. Ils ont tous prêté serment de défendre ce pays au péril de leur vie. Ils ont tous dit qu'ils sont prêts à mourir pour le drapeau national. Et ce drapeau national n'appartient pas à un individu, quelle qu'en soit la fonction, le rang ou le grade de cet individu. Ce drapeau national appartient à tout Burkinabé, quel qu'en soit le lieu où il est. Et pour ce drapeau national, on devait être capable, tous les soldats, quel qu'en soit leur rang, de mettre leur intérêt personnel de côté pour penser à l'intérêt supérieur de la nation. Car aujourd'hui, ce Burkina Faso est plus que perdu. Ce Burkina Faso est divisé. Nous avions une grande partie de notre territoire national qui est occupée par des forces ennemies. Et si aujourd'hui, chaque militaire, chaque soldat, parce que quand on parle même de l'armée, nous oublions qu'il y a les paramilitaires qui sont là. Nous avons eu la chance qu'ils ne sont pas rentrés dans cette danse. Et que jusqu'à la date d'aujourd'hui, ils n'ont jamais, jusqu'à preuve du contraire, dit qu'ils ont besoin du pouvoir. Je parle des policiers, je parle des gendarmes. Autant l'armée fait un grand travail dans cette restauration, les policiers et les gendarmes sont aussi en train de faire un grand travail sur le terrain pour la restauration du pays. Et nous avons cette chance que jusqu'à aujourd'hui, ces derniers-là se taisent et ils observent cette bagarre interne au niveau de l'armée. Nous faisons tout pour que ce qu'eux ils ont comme formation, ce qu'eux ils ont comme valeur qu'ils partagent à tout le monde, ce qu'eux ils ont comme courage, parce qu'il faut reconnaître qu'ils sont les plus courageux, parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, ce sont ceux qui, après le passage de l'armée, restent dans les villages, restent dans les départements, restent dans les communes pour défendre les populations, pour instaurer l'autorité de l'État. Et dans plein de communes aujourd'hui, je peux dire que l'État ne se résume qu'à la gendarmerie et à la police nationale. L'armée vient de temps en temps, mais l'armée n'est pas résidente. Donc il faut qu'aujourd'hui, nous acceptions une chose. Il faudrait que l'armée change de paradigme. Que l'armée arrête de penser que à elle seule, elle a le pays dans les mains, qu'elle se rende compte que ce pays appartient à tous les Burkinabés et que chaque Burkinabé se doit de se sacrifier pour ce pays et qu'on doit arrêter de se sacrifier pour des hommes. Mais pour te dire une chose, l'armée, oui, Dr. Maxime. La gendarmerie fait partie de l'armée. Bien sûr. Ce ne sont pas des paramilitaires. Exactement. Donc, les gendarmes sont des militaires, n'est-ce pas? C'est clair qu'il ne faut pas les mettre avec les paramilitaires, c'est la police, oui, c'est la douane, ce sont les eaux et forêts, voilà. les GSP, Donc, ce sont des paramilitaires. Mais jusqu'aujourd'hui, nous je suis avons quand gendarme, même cette chance donc que je suis, les gendarmes voilà. se mettent de côté, ils Voilà. évitent au maximum de se mêler des affaires d'État. Voilà, c'est la chance D'accord. que nous avons. Allez, merci beaucoup pour les analyses. Oui, monsieur Badelo. Non, pour ajouter, ça veut dire qu'il faudrait, comme l'a dit, une formation. C'est-à-dire qu'il faudrait inculquer certaines valeurs morales à nos militaires, comme le font également. Vous savez que quand vous prenez les gendarmes, ce sont des biens, ce sont
c'est un corps où quand même on les apprend certaines valeurs de discipline, de respect de la hiérarchie et autres. Et même quand vous prenez les corps paramilitaires, tels que les policiers, les GSP également, ce sont des gens qui sont très disciplinés, qui se sont jusqu'à présent abstenus de faire de troubler l'ordre à une quelconque constitution et autres, jusqu'à présent. Et moi, je dis, ce sont ces genres de formations qu'il faut inculquer également à nos militaires sur le terrain. Également, il faut voir le mode de recrutement de nos militaires. C'est très important à revoir, parce qu'aujourd'hui, si vous prenez, vous recrutez quelqu'un qui n'a pas fait l'école, qui connaît pas, qui ne sait pas lire ni écrire, comment lui, pour pouvoir lui inculquer certaines valeurs? C'est ça aussi le problème. Il faut revoir le mode même de recrutement de nos militaires. Et également, vous savez, nous avons vu que dans cette lutte contre le terrorisme, nous avons l'impression que il y a d'autres corps qui sont exclus et il y a d'autres corps qui ne sont pas considérés. Quand vous regardez un peu, nous avons eu l'impression que dans cette crise, quand les militaires sont arrivés, se sont attelés à mettre les gendarmes de côté. Parce qu'ils estimaient que quand l'ancien président Kabore était là, il gratifiait plus les gendarmes. Donc eux, ils sont arrivés, ils ont mis de côté les gendarmes. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut unir tout le monde. Et vous savez également, quand vous prenez les policiers et les paramilitaires, d'autres militaires estiment que eux, ils n'ont pas le droit aux armes de guerre. Ce n'est pas normal. C'est même que ce soit les policiers. Eux ici, ils sont dans les zones à risque. Ils ont besoin des mêmes armes au même titre que les militaires pour défendre le pays. Il faut que cette fois-ci, on travaille des assises vraiment qui vont permettre de déterminer les choses et de ramener tous les corps là sur le même pied d'égalité pour nous permettre quand même enfin que l'armée soit unie. Sinon, si on va passer le temps à privilégier les militaires au détriment des gendarmes, à privilégier les militaires au détriment des corps paramilitaires ou des policiers, nous allons toujours nous retrouver dans des frustrations. Pour moi, ce qu'il faut, le chemin qu'il faut quand même pour amener la sécurité est que les villes soient quand même défendues par les gendarmes et les policiers. Parce que c'est eux qui maîtrisent en réalité les villes. Et maintenant que les zones de guerre soient maintenant des zones qui appartiennent vraiment aux militaires qui iront pour faire les grandes opérations. Parce que vous savez, il faut se dire la vérité. Il faut même travailler à rétablir la confiance entre les militaires et les citoyens. Parce que c'est plus facile pour un gendarme ou un policier d'avoir des renseignements qu'un militaire d'avoir les renseignements. Parce que de par le passé également, se sont illustrés très négativement au sein de nos populations. Vous avez vu même récemment que, bon, à travers un incident, les militaires sont sortis, ils ont frappé les populations. Tout ça sont des choses qui amènent le manque de confiance entre les militaires et les populations. Il faudrait travailler à ramener la confiance entre les militaires et les populations et même à travailler également à unir tous les corps. Parce que vous savez, jusqu'à présent, vous savez, le véritable problème, c'est que souvent, quand l'armée a des informations, elle refuse de donner ces informations ou ces renseignements qu'ils ont aux gendarmes. Quand les gendarmes aussi ont des renseignements, les gendarmes refusent de donner ces mêmes renseignements aux policiers. Et quand les policiers également ont des renseignements, eux, ils préfèrent les garder parce qu'il n'y a pas de collaboration et il n'y a pas de partage d'informations et de renseignements. Tout ça, c'est des choses qu'il faut bannir. Comme l'a dit Woba, il faudrait que nous sachions tous que nous n'avons qu'un seul pays. Et notre intérêt supérieur, c'est de défendre le drapeau que nous avons. Nous n'avons pas deux drapeaux. Chacun doit avoir le drapeau de Burkina Faso à cœur. Tant que nous n'allons pas avoir cela à cœur, nous allons toujours nous retrouver dans des situations à n'en pas finir. Merci beaucoup. Ça sera vraiment très déplorable. Allez, c'était en même temps votre dernier mot. Alors, monsieur Isiaka Ouedraogo, on sait que depuis, vous avez toujours été hostile au président d'Amiba. Non, je n'ai jamais été hostile. Moi, j'ai passé mon temps à demander au président d'Amiba de se réveiller pour éviter ce qu'il vit aujourd'hui. Je n'ai rien contre la personne d'Amiba, mes critiques étaient portées pour l'intérêt et sur l'intérêt général du Burkina Faso. C'est ce que j'ai voulu juste dire. C'est ça. Alors, monsieur Isiaka Ouedraogo, ça c'est une accusation grave. votre dernier mot, parce que l'émission est finie. Non, ben écoutez, vivement la paix et la sécurité pour notre pays et une unité pour les Burkinabés, unité au sein de nos forces de défense et de sécurité, et vivement que la paix vraiment revienne et que la paix de Dieu soit sur notre pays. Merci beaucoup, monsieur Isiaka Ouedraogo. Docteur Maxime. Je crois que si le peuple prie, s'humilie et cherche la face de Dieu, et si la crainte de Dieu est dans le cœur, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, je crois que le pays ira mieux
Et Dieu défendra ce pays, parce que s'il ne veille sur le pays, ceux qui veillent, veillent en vain. Donc je crois que c'est bon d'être partisans de cette paix et que nous puissions être des frères pour lutter contre ceux qui veulent notre destruction. Il ne faut pas se tromper du combat. Merci beaucoup, docteur. Monsieur Ouba. Je vais souhaiter plein succès aux nouveaux tenants du pouvoir, leur souhaiter beaucoup de sagesse et prier le bon Dieu, que le bon Dieu les inspire afin que ce pays puisse retrouver la paix qu'on recherche depuis beaucoup d'années. Allez, merci à vous, chers chroniqueurs, M. Abraham Badolo, M. Isiaka Ouedraogo, Dr Maxime Kaboré et M. Marcel Ouba. Merci donc pour les analyses. Mesdames, Messieurs, merci également à vous, vous qui avez pris de votre temps pour nous suivre de bout en bout. Merci beaucoup et bon courage. Que Dieu sauve le Burkina Faso. Allez, c'est dans l'unité justement que nous arriverons à obtenir les résultats escomptés. Allez, très bonne suite de programme sur la télévision LCA. C'était votre émission 7 Africa. Allez, au revoir.